Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Je suis heureux de vous accueillir dans cette capsule du réseau d'analyse stratégique dans laquelle nous allons traiter de l'avenir géopolitique de la francophonie. Alors, malgré ce que son nom suggère, l'Organisation internationale de la francophonie est une institution dont la vocation dépasse le seul fait d'avoir le français en commun. Avec ses 88 États et gouvernements membres, l'OIF est aussi un espace géopolitique et s'investit formellement dans les enjeux économiques, politiques et de paix et de sécurité même. Mais pour assurer son leadership sur la scène internationale, la francophonie doit définir de nouvelles priorités, développer de nouvelles stratégies afin de justement dépasser le seul cadre d'une union culturelle et déployer ses autres vocations. Alors, pour discuter de cette francophonie en tant qu'espace géopolitique, des priorités, stratégies et moyens à déployer, à développer, j'ai avec moi deux intervenants. Je vous les présente. André Abel Barry, qui est chef de pôle paix et stabilité à la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique à l'OIF. Il est membre du conseil scientifique du réseau d'analyse stratégique également. Bonjour André Abel. Bonjour Jean-Frédéric. Merci d'être là. Et Niagale Bagayoko, qui est présidente du African Security Sector Network et collaboratrice du RAS, du réseau d'analyse stratégique également. Et je précise qu'elle a dirigé le programme Maintien et consolidation de la paix de l'OIF. Bonjour Niagale. Bonjour. Merci d'être là également. Alors, première question, sous forme de diagnostic pour commencer. À première vue, on peut dire, enfin, je dirais que l'espace francophone va plutôt mal. Des États fragiles comme Haïti et le Liban s'enlisent. Des pays d'Afrique de l'Ouest surtout sont dans une spirale descendante de la violence, de l'instabilité politique avec plusieurs coups d'État récemment et de l'insécurité alimentaire, pour ne parler que de ces enjeux. La Tunisie aussi, par exemple, qui se verrouille politiquement. Et dans plusieurs de ces enjeux, le leadership de la France, évidemment, qui est au cœur de la francophonie, est souvent contesté. Donc, une question pour vous deux, et je pourrais commencer avec vous, Niagale. Partagez-vous d'abord ce diagnostic et pourrait-on même dire que l'espace francophone est en déclin? Alors moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est en déclin, mais qu'il se trouve indéniablement dans une situation de crise. Je pense qu'il est incontournable de le reconnaître. Ce qui est frappant, c'est que pendant longtemps, notamment dans le courant des années 90, on a considéré que l'espace francophone était plutôt sur une voie de progrès en termes de stabilité sécuritaire, mais aussi en termes de gouvernance, notamment démocratique. Et l'on voyait notamment des zones de l'espace ouest-africain articulées autour de la rivière Mano avec le Libéria, la Sierra Leone, s'enflammer et mettre en danger la stabilité de la sous-région. Et aujourd'hui, on voit que ces zones sont stabilisées, mais que dans la plupart des pays africains francophones, il y a soit de graves et profonds problèmes sécuritaires, soit de profonds problèmes de gouvernance, y compris dans des États censés être gouvernés de manière démocratique. Je pense qu'il est aussi important de mentionner le fait que l'Ukraine est un État observateur de l'OIF et que donc la crise extrêmement grave qui touche en son cœur le continent européen concerne aussi directement la francophonie à travers cette appartenance. Merci. André Abel, votre diagnostic? Oui, Jean-Frédéric, je commencerai par là où a terminé Niagale Bakayoko. Je crois qu'il faut d'abord considérer la rupture dans le monde, globalement, des ruptures de paix qui peuvent exister. Cela concerne autant des États de notre espace francophone que des États non membres de l'OIF. Il y a aussi à considérer sur ces dernières années toute la crise qu'il y a eu autour du système multilatéral, qui a été fortement impacté par des décisions unilatérales, par des positionnements sur la scène internationale. Pour revenir à la francophonie, ces 88 États et gouvernements membres, il est important de relever, vous l'avez fait, des situations qui peuvent exister dans les Caraïbes, en Afrique, mais également en Europe,
dans un certain cas. Ces situations sont très diverses et distinctes. Parlons de la situation en Afrique de l'Ouest. Nous avons là, précisément, des situations de transition à la suite de ruptures d'ordre constitutionnel. Ça a été le cas au Burkina Faso dont je rentre ce matin. C'est le cas au Mali. C'est le cas en Guinée. Et ça a été le cas, et aujourd'hui nous sommes dans une phase de transition très avancée au Tchad. La situation en Haïti est distincte en soi. Nous sommes dans une situation où il y a une stabilité à trouver, qui est recherchée depuis un certain nombre d'années, entre la légitimité des institutions, notamment parlementaires, mais également l'assise du pouvoir exécutif. Et là, ce pays a connu, vous le savez, il y a de cela quelques mois, l'assassinat de son chef de l'État élu. Et il doit désormais aller dans une phase de dialogue politique et d'accompagnement international auquel contribue le Canada comme d'autres, comme l'OIF, vers des élections que l'on espère prochaines. Le Liban, oui, vous relevez la situation, mais il s'agit là d'une situation plutôt de nature politique. Ce que j'observe, c'est le dynamisme de la diaspora libanaise, que ce soit en France, au Canada ou ailleurs dans le monde, qui va participer aux toutes prochaines élections législatives. L'OIF est présente aux côtés du Liban. Nous avons eu une mission exploratoire dès janvier pour pouvoir accompagner ce prochain processus électoral prévu en mai prochain. La situation en Tunisie est très différente puisque nous avons des autorités qui ont été élues démocratiquement, qui sont légitimes. Il y a un travail en interne qui appartient aux autorités nationales et aux acteurs et qui vise à affermir le dialogue politique et la stabilité des institutions qui existent au demeurant. Donc oui, c'est une situation assez contrastée, mais ces situations que nous évoquons ne doivent pas évacuer la réalité qui est celle des systèmes démocratiques qui existent dans l'espace francophone, dans de très nombreux pays. Il y a des crises et il s'agit de le regarder de manière très lucide. C'est ce que fait l'OIF lors du dernier conseil ministériel de la francophonie. Madame la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, a abordé ce sujet-là avec l'ensemble des ministres de nos États membres, en traitant notamment, certes, du dossier ukrainien, puisque cela a été relevé, c'est un État observateur, et qu'il y a une situation pour laquelle une résolution a été prise, ferme, par l'OIF, mais il y a aussi à considérer la situation des ruptures d'ordre constitutionnel, et c'est à cet égard-là que ce sujet a été abordé par la secrétaire générale et avec les ministres en huis clos, pour voir comment, au-delà de l'approche qui a été celle de l'OIF, aujourd'hui, concrètement, la francophonie peut, dans un élan de solidarité, accompagner à l'affermissement de la démocratie et de l'état de droit. Merci. Bien, merci. Vous faites bien le pont avec ma prochaine question. Donc, je vais rester avec vous pour ce faire. Justement, en matière de crise et de conflit, l'OIF se dit investi depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, justement dans la prévention et la résolution des crises, des conflits dans l'espace francophone. Vous avez touché à certains éléments de la question que je m'apprête à vous poser. Alors, je vous la pose. Que fait l'OIF, que peut faire l'OIF à cet égard exactement dans la prévention et résolution des crises et conflits, et quels sont les outils qu'elle a à sa disposition? Alors, je vous remercie. En fait, l'OIF agit de concert avec les autres acteurs internationaux. D'abord, en premier, nos États et gouvernements membres. En second lieu, dans le cadre de partenariats que nous entretenons avec les autres organisations multilatérales qui agissent dans le domaine de la paix et de la sécurité, que ce soit les Nations Unies ou des organisations sous-régionales, voire continentales, notamment l'Union africaine. Au-delà du partenariat, l'OIF est engagé sur la base d'un corpus normatif. Vous l'avez relevé, c'était à Bamako d'ailleurs que l'OIF a fondé son action sur les questions de démocratie, de renforcement de l'état de droit, mais également de sécurité humaine. Il y a de cela bientôt maintenant 22 ans, c'était en novembre 2020. Il y a également, et c'est encore plus proche de vous, Jean-Frédéric, il y a eu un acte fondamental qui est la déclaration de Saint-Boniface qui engageait l'OIF sur les questions de stabilisation, de paix et sécurité et de sécurité humaine. Et cela, nous en sommes à un peu plus de 15 ans désormais. C'est sur la base donc de ces deux textes, de notre charte,
que l'OIF est mandaté par ces États et gouvernements pour travailler sur ces sujets, renforcement de l'État de droit, stabilisation, paix et sécurité. Que faisons-nous concrètement? Nous apportons notre concours en termes de médiation à la demande des États. Nous apportons également notre concours en termes de renforcement des capacités des institutions fondant l'État de droit. Nous apportons formation, conseil et appui aux acteurs qui animent dans chacun de nos États membres les institutions en charge de l'État de droit, que ce soit les institutions judiciaires, les avocats, les commissions nationales des droits de l'homme et tous ceux qui concourent d'une manière ou d'une autre à ces sujets-là. Nous renforçons et nous accompagnons au renforcement de la présence francophone dans les missions et les opérations de paix à travers le monde. Nous apportons également notre concours dans les phases de transition pour accompagner les processus électoraux. Nous l'avons fait avec beaucoup de succès dans un certain nombre de nos États membres. Mais à chaque fois, ce que je dois relever, c'est qu'à la différence de nombre d'autres acteurs, nous le faisons sur la base d'un principe de solidarité. Exemple, et cela dans le plein respect de nos textes. Quand il y a rupture de l'ordre constitutionnel, comme ça a été le cas dans un certain nombre de nos États membres, on l'a évoqué tantôt, le chapitre 5 de la déclaration de Bamako engage tout de même au principe de solidarité après avoir suspendu l'état de nos instances. Cette solidarité se traduit notamment par le maintien des programmes bénéficiant directement aux populations civiles, mais aussi à accompagner en tant que de besoin et sur la base de requêtes et après analyse du secrétariat, accompagner toutes les actions qui peuvent concourir au retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que nous faisons actuellement d'ailleurs au Tchad, où nous avons une expertise qui est mise en place pour accompagner vers le dialogue national inclusif. C'est ce que nous faisons également au Burkina Faso, où nous avons un important projet qui est le projet de Radio Jeunesse Sahel, où là nous le maintenons puisque c'est un projet qui bénéficie directement aux populations. Il s'agit certes de suspendre à l'égard de nos principes, mais également d'accompagner ce retour à l'ordre constitutionnel quand il y a rupture. Et dans le même temps, de ne pas créer de dommages auprès des populations civiles pour leur permettre de continuer à accéder à tous nos programmes qui peuvent porter sur la culture et des actions sociales au bénéfice partagé des nations et des communautés. C'est clair, merci. Niagalé, toujours sur le même sujet et dans un esprit amélioratif et critique, où résident, selon vous, disons, les faiblesses de la francophonie et aussi les atouts sur lesquels elle devrait tabler davantage? Moi, je pense qu'il est extrêmement important de se rendre compte que la francophonie et en son sein l'organisation internationale de la francophonie, puisque la francophonie ne se résume pas d'un point de vue institutionnel à cette organisation multilatérale, mais c'est de celle-ci que nous parlons. L'OIF est touchée au même titre que de nombreuses autres organisations multilatérales par la crise évoquée tout à l'heure par M. Barry. Je pense qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où toutes ces organisations sont de manière croissante perçues comme adoptant une approche à géométrie variable selon les situations prévalant dans leurs États membres. Cela est reflété notamment par les ruptures d'ordre constitutionnel pour lesquelles on voit des réactions très différentes selon que cet ordre est perturbé par l'irruption d'acteurs militaires ou qu'il est modifié par des acteurs civils. On s'aperçoit que les principes sont, dans un certain nombre de cas, sacrifiés sur l'autel de ce qui est perçu extérieurement par les opinions publiques comme les intérêts des États dominants au sein de ces organisations. Et aujourd'hui, il en va de leur légitimité et de leur crédibilité, ce qui demande, à mon avis, un recentrage sur la défense des valeurs et des principes qu'elles sont censées porter. La mission par définition d'une organisation multilatérale est de porter des normes, des standards, des valeurs qui aujourd'hui sont insuffisamment distinguées des intérêts intergouvernementaux, voire des intérêts des États les plus puissants en leur sein.
Euh, dans ce contexte un peu, disons-le, délétère, euh, est-il permis, et je reste avec vous, Niagali, je pose la question à tous les deux, mais je reste avec vous, Niagali, pour répondre en premier. Dans un contexte, comme vous le dépeignez, assez délétère, est-il permis de croire que l'espace francophone, avec l'OIF en son cœur, puisse former une communauté de sécurité porteuse d'un modèle original, différent de ceux proposés par les grandes puissances ou d'autres organisations de sécurité? L'OIF dispose d'un cadre normatif qui vient d'être rappelé, qui lui donne les instruments pour cela. Et la mention du concept de sécurité humaine, hein, qui figure dans la déclaration de Saint-Boniface de 2006, est à mon avis particulièrement important dans le contexte actuel. Malheureusement, on s'aperçoit que trop peu d'États membres, à titre unilatéral, ont souscrit, adhéré à ce concept dont la pertinence apparaît sans cesse plus évidente, il me semble, sur la scène internationale aujourd'hui, où l'on voit bien sûr s'affronter le retour du hard power, pardon, hein, d'utiliser une expression anglophone, mais je pense que le soft power qui constitue la francophonie sur la base de sa langue partagée, mais aussi de ses valeurs partagées auxquelles ont adhéré ces États membres, peut effectivement constituer un cadre à condition qu'on le revigore. Aujourd'hui, on voit très bien que la question de la sécurité des populations civiles, notamment, est au cœur de tous les conflits. Et je pense qu'il y a suffisamment de principes qui sont rappelés en faveur de leur défense et de la promotion de leur propre sécurité individuelle, que l'on peut s'appuyer sur ces cadres dont la francophonie est porteuse, à condition que les États qui en sont nombre acceptent de les porter de manière beaucoup plus forte. Merci. André Abel, même question, à vous le mot de la fin. Jean-Frédéric, cher Niagalé, on peut considérer, au-delà de la francophonie, que la démocratie est un défi, jamais acquis. On l'a vu outre-Atlantique il y a à peine 2 ans. On le voit également dans des États où la démocratie est instaurée depuis un certain nombre de siècles. Cela se traduit notamment par les taux de participation au scrutin. Peut se traduire, ces défis liés à la démocratie, par des formes d'expression citoyenne, mais qui n'étaient pas anticipées et qui n'étaient pas dans le jeu régulier de ce que nous considérions jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années comme étant les modalités d'expression citoyenne. Aujourd'hui, la démocratie, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit dans le Sahel ou en Afrique, c'est un bien précieux qu'il faut protéger, bien évidemment des ruptures d'ordre constitutionnel, mais qu'il faut affermir aussi en termes de légitimité et de participation citoyenne. Et à cet égard-là, la francophonie est engagée. C'est un défi qui nous appartient à tous, où que l'on soit dans l'espace francophone, qui est ou non en rupture de l'ordre constitutionnel ou démocratique, celui d'affermir et de diffuser plus amplement les principes et règles auxquels nos États et nos gouvernements ont librement consenti. Une fois qu'on a dit cela, il nous faut aujourd'hui aussi observer la nécessité d'adapter nos mécanismes à la nouvelle donne. C'est ce que fait notamment l'OIF, puisque nous avons parlé de sécurité humaine, mais l'on voit aujourd'hui apparaître des phénomènes que nous n'avions pas il y a 20 ans. Par exemple, la désinformation. Et aujourd'hui, l'OIF, avec le concours de ses États et gouvernements membres, est engagé dans la lutte contre la désinformation. Parce que c'est aujourd'hui une des armes les plus utilisées, et ce n'est pas forcément aussi visible que le sont les hordes de djihadistes dans le désert du Sahara. Ça n'est pas aussi fulgurant qu'un coup d'État, mais enfin, ce sont des éléments qui viennent impacter fortement nos démocraties et qui sont un défi aussi à la liberté d'expression et à la construction d'une pensée citoyenne. Et c'est en cela que l'OIF souhaite continuer à s'engager. L'OIF n'est pas en déclin. Il me semble que si on se fixe uniquement sur la réalité qui est la nôtre, on peut parler du volume démographique que représente la francophonie au-delà du nombre de ses États et gouvernements membres. Ce sont aujourd'hui 321 millions de locuteurs à travers le monde.
le français, qui porte en fait quelque part l'élan de notre francophonie. Le français est la deuxième langue étrangère la plus apprise à travers le monde. 50 millions de personnes qui n'appartiennent même pas à l'espace francophone apprennent cette langue-là, qui n'est pas leur langue maternelle. La francophonie, elle doit être cela, ce n'est pas uniquement un espace de sécurité, un espace politique. Ce doit être un espace économique. Et c'est le sens d'ailleurs, et ça se passe en ce moment en Asie du Sud-Est, c'est le sens d'une mission économique francophone, la première que mène l'OIF, avec à sa tête la secrétaire générale, et qui accompagne un peu plus d'une centaine de nos entreprises, qu'elles soient canadiennes, africaines, européennes ou asiatiques, au Vietnam et au Cambodge, pour créer ce pont-là. Le pont francophone, c'est la langue, ce sont les valeurs, mais c'est aussi la prospérité, et une prospérité partagée que l'on crée aussi à travers des liens commerciaux et économiques, et c'est en cela que l'on continuera à s'engager. Mais, vous l'avez dit, en observant, comme tous les autres acteurs multilatéraux et internationaux globalement, les défis que nous avons à relever ensemble pour un monde plus sûr, plus juste, mais aussi où l'intangibilité des frontières doit être un acquis pour disposer d'un monde un peu plus stable. Tout à Si fait. je puis, pardonnez-moi, me Bien sûr. permettre d'ajouter quelque chose, il me semble que, en effet, hein, la question de la démocratie est au cœur de ce projet francophone, hein, depuis la déclaration de Bamako de 2000. Mais à mon avis, l'une des difficultés qu'a rencontré l'OIF au cours des dernières années est qu'elle s'est très certainement trop concentrée sur les processus d'accession au pouvoir démocratique par le biais des élections, par le biais des scrutins électoraux. Je pense qu'aujourd'hui, il est absolument essentiel, comme le sous-entend hein, d'une certaine façon M. Barry, de réaffirmer la prévalence de l'état de droit, la prévalence des libertés fondamentales, la prévalence de, effectivement, la possibilité d'accéder à une information transparente. Tout cela compose la démocratie et c'est sans doute parce que ces mécanismes fondamentaux n'ont pas été suffisamment soutenus par la francophonie qu'ils sont aujourd'hui en crise dans la plupart des États qui la composent. Peut-être, alors je Bien ne sûr. saurais pas dire un dernier mot, parce que le dernier mot, vous l'aurez, Jean-Frédéric, mais Niagale Bakayoko touche du doigt un élément, mais qu'il me faut préciser. Je crois qu'on ne peut pas singulariser la francophonie sur ces sujets-là. Non, 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 on Oui, la non, non, singularise pas, mais c'est non, le sujet de c'est- la capsule. Donc, non, oui, non, bien tout à sûr, fait, bien tout sûr. à fait. Mais il s'agit non pas de relativiser, mais de regarder, je pense, lucidement et collectivement, le fait que nous avons une tendance naturelle au niveau international, bilatéral ou multilatéral, à considérer un engagement autour des processus électoraux, ce qui se distingue de l'ensemble de la mécanique démocratique. Et les processus électoraux ne sont qu'une phase. Si l'OIF l'avait déjà fait, mais il l'avait fait avec les financements aussi octroyés par les États, à savoir renforcer les institutions démocratiques. Ça a toujours été fait, parce que c'était dans le fondement de Bamako. C'est ce qu'on a fait au titre de la justice, avec des réformes en matière de justice, avec les institutions judiciaires, avec les commissions nationales des droits de l'homme. Il nous faut aller, oui, un peu plus loin, collectivement, parce qu'il n'y a pas de panacée en soi. Et ce n'est pas un effort qui peut être individuel ou une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité d'abord éminemment souveraine. C'est d'abord la responsabilité de nos États et gouvernements membres. Que ce soit l'OIF, que ce soit une autre organisation internationale, nous n'agissons qu'en complément, et si nous sommes invités par les États souverains qui sont membres, à accompagner sur tel ou tel autre aspect. Mais la première responsabilité, elle est celle des citoyens et de nos États et gouvernements membres. Et certes, l'OIF y était engagé en termes de renforcement des capacités entre deux scrutins. Nous affermissons cela et nous devons effectivement, vous le relevez à juste titre, Niagale, continuer et renforcer cet effort-là qui va bien au-delà, oui, bien au-delà des processus électoraux stricto sensu. Merci. Vous avez bien lancé la conversation et j'espère bien qu'on aura l'occasion de la poursuivre.
Niagale Bagayoko et André Abel Barry. Merci beaucoup. Vous avez bien mis la table aussi, le contexte pour accueillir le prochain cadre stratégique. Le cadre stratégique 2015-2022 arrive naturellement à échéance cette année à l'OIF. Alors, on va attendre la prochaine itération dans les prochains mois, j'imagine. Alors, merci bien. Merci à vous deux. Merci. Merci.